Si je vous demandais de deviner quels pays ont le deuxième nombre le plus élevé de grands prix Nobel de chimie au cours des 2 dernières décennies, quelle serait votre réponse? Peut-être l'Allemagne, la France, ou un autre pays ayant à la fois une population importante et une longue histoire de découverte en chimie? Vous auriez en partie raison. 2 des 3 nationalités arrivant en deuxième position pour le nombre le plus élevé de lauréats du prix Nobel de chimie sont le Royaume-Uni et le Japon. Mais l'autre pays qui leur fait concurrence est tout à fait à part, Israël. C'est une chose amusante. Les premiers pionniers d'Israël essayaient de s'éloigner du stéréotype studieux, centré sur les livres que l'on associait depuis si longtemps aux juifs. Ils sont donc concentrés sur l'agriculture et sur le lien étroit avec le travail de la terre. Mais même ces premières communautés mettaient l'accent sur l'éducation. Depuis 1966, 12 Israéliens ont obtenu un prix Nobel. 6 d'entre eux ont remporté le prix de chimie, 2 ont reçu le prix d'économie, un auteur israélien a remporté le prix de littérature. Et au fil des ans, 3 ont reçu le prix de la paix pour avoir négocié certains accords avec des résultats mitigés, comme nous le verrons. Cela fait beaucoup de prix Nobel pour un petit pays relativement jeune. En dépit de ce que les premiers sionistes ont pu penser de l'esprit studieux, la culture israélienne encourage fortement l'éducation et l'innovation. Cela a donné lieu à des histoires assez étonnantes sur la façon dont chacun des lauréats israéliens du prix Nobel a obtenu son prix. Commençons par le tout premier Israélien à remporter un prix Nobel. Shai Agnon, qui a remporté le prix de littérature en 1966. Il l'a partagé avec une poétesse juive germano-suédoise nommée Nelly Sachs. Mais nous nous concentrerons sur Agnon puisque cette vidéo concerne spécifiquement les Israéliens. Agnon est né en 1888 dans une région d'Europe de l'Est située à la frontière actuelle de la Pologne et de l'Ukraine. Ses parents étaient riches et il a été éduqué à la fois dans la tradition juive et dans la culture européenne. En 1908, il a immigré dans ce qui était alors la Palestine, bien qu'il se soit installé en Allemagne en 1913 où il a rencontré sa femme Esther. Agnon écrit depuis l'âge de 15 ans, une passion qu'il poursuit en Allemagne. Il possède également une collection de livres rares. Mais en 1924, ses manuscrits et ses livres ont été détruits dans l'incendie de sa maison, une perte dévastatrice pour lui. C'est pas comme s'il avait pu sauvegarder son travail dans le cloud. Il est retourné en Palestine quelques mois plus tard, mais la tragédie de l'incendie est restée marquée dans son esprit, et il y fait référence dans certains de ses récits ultérieurs. Les histoires d'Agnon ressemblaient presque à des contes populaires, souvent centrés sur les thèmes de la vie et de l'identité juive. Mais il a abordé ces thèmes à travers le prisme du XXe siècle, ce qui a eu un impact considérable sur la culture israélienne. En 1966, près de 20 ans après que le comité Nobel ait envisagé pour la première fois de décerner le prix de littérature à Agnon, il a décidé de le lui attribuer enfin, ainsi qu'à Sachs. Il reste le seul Israélien à avoir jamais remporté le prix de littérature, mais s'agissant des prix Nobel, Israël ne faisait que commencer. Le prochain Israélien à recevoir un prix Nobel fut le Premier ministre Menachem Begin, qui a partagé le prix de la paix de 1978 avec Anwar el-Sadat, qui était alors président de l'Égypte. Le prix leur a été décerné pour les accords de paix qu'ils ont négociés plus tôt cette année-là. Begin était une figure controversée de la politique au Moyen-Orient, en partie à cause de son passé de chef du groupe paramilitaire Irgun avant la création de l'État d'Israël. Lorsqu'il est arrivé à Oslo pour recevoir le prix, des centaines de manifestants pro-palestiniens ont organisé des protestations au point que la cérémonie a dû être déplacée. Malgré la controverse autour de Begin, il a accompli beaucoup de choses au cours de sa carrière politique. Nous lui consacrerons un épisode à part entière que vous pourrez consulter si vous souhaitez en savoir plus. Sadat et lui ont reçu le prix en raison des accords de paix qu'ils ont conclus à Camp David en 1978. L'Égypte et Israël étaient ennemis depuis la création de l'État d'Israël, et les accords de Camp David ont transformé cette situation en une relation beaucoup plus amicale qui se poursuit encore aujourd'hui. Prenez le temps d'y réfléchir. 30 ans d'animosité, 4 guerres majeures, des soldats tués des deux côtés. Tout cela s'est terminé par un accord de paix qui a duré plus de 40 ans. Begin et Sadat ont accompli quelque chose d'extraordinaire. Après Begin, il a fallu attendre 16 ans avant qu'un autre Israélien remporte un prix Nobel, et lorsqu'il l'a fait, c'était encore pour le prix de la paix. Yitzhak Rabin et Shimon Peres. En 1994, le premier ministre Yitzhak Rabin et Shimon Peres, alors ministre des Affaires étrangères, ont partagé le prix de la paix avec le dirigeant palestinien Yasser Arafat. Comme pour Begin et Sadat, ce prix était le résultat d'un ensemble d'accords de paix qu'ils avaient négociés. Mais cette fois-ci, même s'ils ne le savaient pas encore, ces accords étaient voués à l'échec. Le fait que ces trois-là aient partagé le prix de la paix est assez ironique, car aucun d'entre eux ne s'aimait. Même Rabin et Peres, qui ont collaboré étroitement pendant de nombreuses années, étaient connus pour leur relation houleuse. Arafat, quant à lui, avait été fortement impliqué dans des attaques terroristes contre Israël. Mais en 1993, les 3 hommes se sont assis pour négocier les accords d'Oslo, une série d'accords destinés à établir la paix entre Israël et le peuple palestinien. Les deux parties reconnaissaient l'existence de l'autre et ses revendications sur le territoire, même si elles ne soutenaient pas ces revendications, et reconnaissaient le droit des Palestiniens à l'autodétermination. En fin de compte, le plan a échoué. Au lieu de la paix espérée, les accords d'Oslo ont été suivis d'une augmentation spectaculaire des attaques terroristes contre Israël. Pendant ce temps, Arafat n'a pas respecté les compromis qu'il avait acceptés. Puis en 1995, Rabin a été assassiné par un activiste juif qui estimait qu'avec l'augmentation des attaques terroristes palestiniennes, l'approche de Rabin en matière de paix menaçait Israël. Les accords sont tombés à l'eau. Mais même en 1993, le prix était très controversé. Nombreux étaient ceux qui s'opposaient à ce qu'Arafat le reçoive, étant donné qu'il avait été à ce point impliqué dans des actions terroristes. Ce prix n'a donc pas eu beaucoup de succès, mais il y a eu ensuite les prix dans le domaine des sciences. C'est en 2002 qu'Israël a reçu son premier prix Nobel dans une discipline scientifique. Ce n'était pas encore la chimie. Daniel Kahneman a partagé le prix des sciences économiques avec l'économiste américain Vernon Smith.
Avez-vous déjà souhaité posséder la capacité de prédire les décisions d'un autre? C'est ce que Kahneman a découvert dans certains contextes. Et c'est ce qu'on appelle la théorie des perspectives. Né à Tel Aviv en 1934, il a obtenu sa licence et son doctorat en psychologie, et non en économie. Mais il s'est toujours intéressé à la manière dont l'intuition affecte les choix que nous faisons. Et dans les années 1970, il a commencé à réfléchir à la manière d'appliquer la psychologie aux décisions économiques. Kahneman et son collègue, Amos Tversky, ont découvert une faille majeure dans les théories que d'autres avaient déjà élaborées. Elles partaient du principe que les personnes étaient des acteurs rationnels. Or, ce n'est pas le cas. Les facteurs impliqués dans les décisions sont souvent trop complexes pour que nous puissions choisir sur la seule base de la logique. Au lieu de ça, nous nous appuyons sur des hypothèses et des intuitions pour nous guider. Cela fait partie de l'être humain. La théorie des perspectives de Kahneman et Tversky a intégré cette idée que les humains agissent de manière irrationnelle lors de prises de décisions économiques, et cette théorie s'est avérée beaucoup plus efficace pour prédire le choix des gens dans la vie réelle que les théories précédentes. Tversky étant décédé en 1996, il n'a pas pu recevoir le prix Nobel, lorsque Kahneman, lui, l'a reçu en 2002. Mais la théorie des perspectives a totalement transformé la façon dont les chercheurs envisageaient la prise de décision. L'économie consiste à comprendre comment les gens décident de ce qu'ils vont faire de leur argent, et grâce à Kahneman et Tversky, les scientifiques disposaient enfin d'une théorie qui fonctionnait réellement. Aaron Tchechanover et Abraham Hershko. Les Israéliens remportés par la suite un prix Nobel l'ont obtenu 2 ans plus tard seulement, lorsqu'Aaron Tchechanover et Abraham Hershko ont partagé le prix de chimie 2004 avec leur collègue américain Irving Rose. Ce prix de chimie fut le premier d'une longue série. Ce prix a été décerné pour les travaux des 3 chimistes sur la décomposition des protéines dans les cellules. Dans les années 1970, ils ont découvert un système qui identifie les protéines à décomposer et indique à la cellule où et quand le faire. À première vue, cette découverte ne semble pas très importante. Ok, on en sait plus sur ce qu'il advient des protéines une fois que nos cellules en ont terminé avec elles. Quoi d'exceptionnel? Il s'avère que c'est en fait très important. En effet, dès qu'on a découvert ce nouveau système, les scientifiques ont réalisé qu'il jouait souvent un rôle clé dans le développement du cancer. Depuis, les chercheurs utilisent cette découverte pour mettre au point des traitements plus ciblés pour certains cancers. En 2003 par exemple, les autorités réglementaires américaines ont approuvé un médicament qui utilise cette théorie pour traiter le myélome multiple, un type de cancer de la moelle osseuse. Grâce à Tchechanover, Hershko et Rose, nous savons maintenant que la façon dont les protéines se dégradent est bien plus qu'un système sophistiqué d'élimination des déchets. C'est un moyen de sauver des vies. L'année suivante, en 2005, un autre Israélien a reçu un prix Nobel. Le mathématicien israélien Robert Aumann a partagé le prix avec l'économiste américain Thomas Schelling. Robert Aumann est né en Allemagne en 1930. Avant la Seconde Guerre mondiale, il a émigré aux États-Unis où il a étudié les mathématiques à la City University of New York et au MIT. Dans les années 1950, il s'est installé en Israël et est devenu professeur à l'université hébraïque de Jérusalem. Dans ses recherches, Aumann s'est concentré sur la théorie des jeux, l'étude des stratégies montrant que le choix d'une autre personne affecte aussi le résultat. L'exemple le plus célèbre de la théorie des jeux est probablement le jeu télévisé Golden Balls, dans lequel un joueur et son partenaire doivent décider s'ils veulent partager le jackpot ou le voler pour eux-mêmes. Si vous décidez tous les deux de partager, vous recevez chacun la moitié de l'argent. Si l'un d'entre vous décide de partager et que l'autre décide de voler, la personne qui vole reçoit tout l'argent. Mais si vous décidez tous les deux de voler, vous repartez tous les deux sans rien. Le jeu est terminé. Les chercheurs qui étudient la théorie des jeux tentent de déterminer la meilleure stratégie à adopter dans ce type de situation. Les mathématiques qui sous-tendent les recherches d'Aumann peuvent rapidement devenir très compliquées, mais en gros, il a trouvé un moyen utile d'analyser des situations comme celle de ce jeu télévisé. Il a également étendu ses idées au-delà de la théorie pure des jeux, aux interactions sociales par exemple, lorsqu'il les a utilisées pour analyser des relations à long terme et les situations dans lesquelles de nombreuses personnes doivent travailler ensemble. Il a même publié un article utilisant la théorie des jeux pour résoudre un argument de longue date dans le Talmud. Depuis Aumann, 4 Israéliens ont remporté le prix Nobel et ils l'ont tous fait dans une seule discipline. Vous l'avez deviné, la chimie. Tout d'abord, Ada Yonath qui a partagé le prix de chimie 2009 avec Venkatraman Ramakrishnan de l'Inde et Thomas Stites des États-Unis. À ce jour, Ada Yonath est la seule femme en Israël à avoir jamais reçu un prix Nobel et l'une des 5 femmes au monde à avoir reçu le prix Nobel de chimie. Vous vous souvenez que Tchechanover et Hershko ont découvert le système utilisé par les cellules pour décomposer les protéines? Les travaux de Yonath se sont concentrés sur l'inverse, la façon dont les cellules créent des protéines. Plus précisément, elle a découvert toute une série de nouveaux détails sur la structure des ribosomes, les parties de la cellule qui fabriquent les protéines. Grâce à une technique spéciale faisant appel aux rayons X, Madame Yonath s'est aperçue que les ribosomes possèdent de petits tunnels à l'intérieur desquels ils transforment de petites chaînes de molécules en d'énormes protéines qui gèrent pratiquement tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Elle a également découvert comment certains antibiotiques agissent en attaquant les ribosomes des bactéries et en les empêchant de fabriquer des protéines correctement. Enfin, après des décennies de travail et de collaboration avec de nombreux autres chercheurs, elle a contribué à cartographier l'ensemble de la structure du ribosome, soit des centaines de milliers d'atomes et de particules. Grâce aux travaux de Yonath, nous en savons désormais beaucoup plus sur certaines des parties les plus minuscules, mais les plus importantes de nos cellules. Le prochain prix Nobel israélien de chimie a été décerné en 2011 à Dan Shechtman pour sa découverte des quasi-cristaux, un type de matériau qui est à la fois une sorte de cristal et une sorte de non-cristal. Si le nom quasi-cristaux vous semble relever de la science-fiction, vous avez raison. Avant la découverte de M. Shechtman, certains des plus grands chimistes du monde ne croyaient même pas à l'existence des quasi-cristaux.
Et par définition, un cristal est un matériau constitué de motifs répétitifs. Avez-vous déjà vu des tapis ou des peintures dont les formes s'emboîtent parfaitement? C'est aussi le cas des cristaux. Les quasi-cristaux présentent eux aussi des formes répétitives, mais pas dans toutes les directions. Au lieu d'être parfaitement symétriques dans tous les sens, le motif peut ne s'étendre que dans certaines directions. Le fait que les scientifiques ne pensaient pas que cela était possible dans la réalité. Ils n'avaient jamais vu un tel matériau, jusqu'à ce que Shechtman en découvre un par accident. Il faisait des expériences avec différents types de métaux lorsqu'il a remarqué un schéma étrange dans les données. Il a fini par comprendre qu'il s'agissait d'un quasi-cristal de la vie réelle. L'idée que les motifs de cristaux sont toujours parfaitement symétriques est une règle tellement fondamentale en chimie qu'il a fallu beaucoup de temps aux autres scientifiques pour accepter la découverte de Shechtman. Mais lorsque d'autres recherches n'ont cessé de confirmer ces résultats, ils ont dû admettre qu'il avait raison. Les quasi-cristaux existaient vraiment. Nous n'avons pas encore trouvé beaucoup d'applications pratiques de ces matériaux étranges, mais leur découverte a totalement modifié la façon dont les scientifiques envisagent certains des aspects les plus fondamentaux de la matière. Cette découverte, ainsi que les moqueries des autres scientifiques contre lesquels M. Shechtman a dû lutter, ont incité le comité Nobel à lui décerner le prix de chimie en 2011. Le prix Nobel suivant, et actuellement le plus récent, décerné à des Israéliens, était encore un prix de chimie. En 2013, les chercheurs israéliens Michael Levitt et Arie Varshel ont partagé le prix avec leur collègue américain Martin Karplus. Leur contribution au domaine, un type de programme informatique qui a permis aux scientifiques de simuler des réactions chimiques qu'ils n'auraient jamais pu analyser auparavant. Même s'ils pouvaient faire en sorte que les réactions se produisent dans la réalité, ils ne pouvaient pas voir ce que faisaient les particules individuelles. C'était dans les années 1970. Les ordinateurs existaient, mais il s'agissait d'énormes machines qui occupaient des pièces entières, et même les meilleurs ordinateurs existants étaient des milliers de fois moins puissants que le smartphone moyen aujourd'hui. Pourtant, même ces premiers ordinateurs étaient très utiles pour l'étude de la chimie. Les chercheurs pouvaient les utiliser pour modéliser des molécules simples et en apprendre davantage sur leur structure. Mais les ordinateurs de l'époque ne pouvaient pas traiter des molécules plus grosses. Il y avait tout simplement trop de pièces en mouvement pour pouvoir effectuer des calculs précis. Karplus, Levitt et Varshel ont trouvé un moyen de simuler ces réactions avec précision sans utiliser autant de puissance de calcul. Au lieu d'essayer de simuler des molécules entières à la fois, ils ont écrit des programmes qui simplifiaient la plus grande partie de la molécule sous une forme basique, ce qui laissait plus de puissance de calcul disponible pour simuler les parties réellement impliquées dans la réaction. Cette approche s'est avérée extrêmement utile à l'époque car les ordinateurs n'étaient pas vraiment très puissants. Aujourd'hui encore, les scientifiques l'utilisent pour étudier la chimie que les ordinateurs d'aujourd'hui ne seraient pas assez puissants pour traiter autrement. Les prix Nobel sont souvent décernés pour des découvertes révolutionnaires réalisées il y a plusieurs décennies. Mais dans le cas présent, leurs travaux sont toujours d'actualité. Les premiers sionistes ont fondé un pays qui mettait l'accent sur le lien avec le monde réel, ce qui a entraîné un attachement presque inévitable à la connaissance et à l'innovation. Et si l'on en croit les prix Nobel décernés à Israël, cette vision perdure encore aujourd'hui.